Salut messieurs, bienvenue Salut, Laurent. sur la page de Classique Expert pour un événement annuel qui est attendu maintenant, 6e année du fameux baromètre Classique Expert. Salut Jérôme, Salut Igor, ça salut va? Fred. Bonjour. Alors Jérôme, on attaque, je le montre, Tout la à fait. Tu couverture en tout peux. cas. En avant-première. En avant-première. Alors, on va vous avouer que, vous voyez, c'est un visuel PDF, hein, mais bien entendu, Jérôme, le baromètre, c'est surtout un très joli petit fascicule couleur. Tout à fait. C'est un fascicule couleur qui sort donc pour la 6e année en 2022 et qui sera diffusé pour la première fois ce week-end sur le salon Historique Auto à Nantes. Donc, vous pourrez trouver des baromètres à disposition sur notre stand à Historique Auto, qui est un des premiers salons de l'année. Alors, le baromètre, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, peut-être qu'il y a des amis qui nous voient actuellement et qui se disent, mais ils nous parlent de baromètre, ça y est, maintenant ils se mettent à faire de la météo. Oui, quelque part, c'est un petit peu la météo de la voiture ancienne, de la voiture de collection, et pas seulement de la voiture, d'ailleurs, de la moto également, puisqu'on n'oublie pas de rappeler que Classique Expert, c'est bien entendu auto et moto, et tous les véhicules sont les bienvenus, j'ai envie de dire, pour être expertisés par beaucoup d'experts, parce que ça, il faut en parler également. Jérôme, vous êtes un paquet quand même sur le terrain. C'est ça. Donc, on est parmi les 600 experts de notre entreprise mère. 150 sont passionnés, collectionneurs et ont des connaissances diverses et variées dans le véhicule de collection. Donc, ça permet de couvrir toute la France. Et puis, eh bien, grâce à ces 150 experts passionnés, eh bien, nous réalisons approximativement 5000 expertises de véhicules de collection ou de prestige chaque année. Alors, donc, évidemment, ça vous donne un recul qui vous permet justement de pouvoir établir ce baromètre. Alors, on ne va pas dévoiler les secrets de fabrication parce que ça, c'est bien légitime. Ça reste vous qui le faites et qui prenez tout un tas de données dont on ne parlera pas, mais qui existent pour pouvoir, depuis 6 ans, nous faire ce baromètre. Alors, ce fascicule, ce baromètre, ça n'est pas seulement un classement chiffré, c'est aussi une vision, Jérôme, de ce qu'est le marché actuellement, le marché du véhicule de collection. Tout à fait. En plus du classement, on donne certaines infos aux collectionneurs, notre vision du marché, de l'avenir du véhicule de collection, du passé aussi des véhicules. Et puis, on répond aux questions les plus courantes lors de nos rencontres avec les collectionneurs. On essaye de donner des infos sur ce sujet. Alors justement, parlons-en de ces informations, Fred. On parle notamment de conformité des véhicules, on parle de pollution sonore. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés en fait. Effectivement, nous, quand on rencontre les collectionneurs sur les salons, lors de nos expertises surtout, les gens se posent des questions parce que c'est peut-être dans la nature humaine, hein, les gens ont peut-être peur de l'avenir. Donc, les questions posées reviennent toujours autour des ZFE, du véhicule électrique, de la carte grise de collection, enfin, certificat d'immatriculation collection. Et on se heurte de plus en plus à des problèmes de conformité des véhicules. C'est-à-dire que bien souvent, lors des expertises, ça on s'en rend compte lors des expertises quand même, dans l'obligation de l'expert en automobile, parce qu'on est tous experts en automobile, c'est-à-dire que tout le réseau classique expert, nous sommes des experts en automobile avec un numéro d'agrément agréé nous sommes sur la liste nationale des experts en automobile. Donc, dans nos obligations professionnelles, eh bien, nous devons signaler au propriétaire du véhicule quand ce véhicule n'est plus conforme à son type mine, c'est-à-dire à sa réception aux mines, maintenant qui s'appelle l'ADREAL. Tu voulais me poser une question? Ben oui, je trouvais très intéressant le fait que tu soulignes que les 150 experts sont bien des experts agréés et ne sont pas uniquement des connaisseurs qui se présentent en tant qu'experts, qui utilisent le mot, alors que là, vous, tous les experts classiques experts sont des gens qui sont vraiment agréés par le ministère des Transports. Voilà, c'est ça, par le ministère des Transports et de l'Intérieur. Ils ont tous un numéro d'agrément, ils sont tous sur la liste ministérielle. Et c'est des gens qui ont passé leur diplôme. C'est-à-dire que voilà, le diplôme d'expert en automobile est un diplôme d'État. Donc, c'est une profession protégée.
Alors, faut ce le qui est très savoir. intéressant, c'est qu'au-delà même de la connaissance qu'on peut avoir de la voiture ancienne, la passion historique, la passion du patrimoine, etc., tous ces experts se présentent avant tout comme des techniciens de l'automobile et qui, à ce titre, ont vocation à avant tout permettre à la voiture de rouler dans des conditions qui sont des conditions ad hoc, j'ai envie de dire, par rapport au pouvoir public et par rapport à la sécurité. Mais des conditions normales de sécurité, d'une part, et puis des véhicules conformes à leur homologation. Ça fait partie de nos obligations professionnelles. Il faut savoir qu'un expert en automobile, oui, c'est un technicien auto, donc il a des connaissances au niveau législatif et au niveau technique. Voilà, c'est comme ça qu'il passe son diplôme d'ailleurs. Et après, il se spécialisera dans la véhicule de collection, si lui-même est collectionneur, parce qu'on ne devient pas expert spécialiste véhicule de collection comme ça en l'apprenant, ce n'est pas possible. Alors, donc, pour continuer sur ce plan de la conformité, quelles sont les questions en fait, qui reviennent le plus souvent? C'est quoi le problème de la conformité en fait? Alors, la conformité, là, on va vous parler de conformité liée au code de la route, c'est-à-dire de conformité liée à l'homologation du véhicule, ce qu'on appelle communément le barret rouge. Donc, on ne parle pas de conformité historique, c'est-à-dire la couleur de la voiture, l'intérieur, si c'est du cuir ou pas du cuir, ou si on a mis le petit insigne qui va bien ou pas. On ne parle pas de ça. On parle de conformité liée au code de la route, c'est-à-dire, je vais vous donner plusieurs exemples. Hein. On sait très bien que la 2 chevaux va être forcément dans le top 10 de notre classement, comme tous les ans. Très souvent, on a des 2 chevaux qui n'ont pas les bons freins, qui ont des freins à disque à la place des freins à tambour. Il faut savoir que le type mine des 2 chevaux change à chaque fois qu'il y a une évolution technique. Donc, si on met des freins à disque à la place des freins à tambour sur une 2 chevaux, eh bien, on n'est plus conforme au type mine de la voiture. On se heurte souvent sur la 2 chevaux aussi, pour garder l'exemple du véhicule, à des problèmes de motorisation. Parce que tous les moteurs bicylindres Citroën se montrera sur une 2 chevaux. Le problème, c'est qu'il n'y a que quelques moteurs homologués pour une 2 chevaux et tel type mine de 2 chevaux. Donc, il faut faire très, très attention là-dessus. C'est très souvent qu'on trouve des moteurs d'AMI8 sur une 2 chevaux. C'est absolument interdit. Voilà, Oui, parce voilà que les exemples. Et les gens voilà. tombent des nues, donc c'est pour ça qu'on en parle. Et oui, c'est très important parce on rappellera pour clore sur le sujet que le principe, c'est que si on n'est pas conforme au type mine, c'est-à-dire que si on n'a pas le bon moteur, si on n'a pas la carrosserie qui est celle du type mine, eh bien, on se retrouve confronté à un problème qui est que la voiture n'est pas assurable, c'est ça? Il y a des problèmes d'assurance, mais aussi des problèmes de code de la route, c'est-à-dire que le véhicule n'a pas le droit, en fait, pour être très clair, le véhicule n'a pas le droit de circuler sur la voie publique. C'est très clair. Tout simplement. Bon, nous, voilà, on est là pour avertir le propriétaire du véhicule, dire attention, votre véhicule ne correspond plus à son type mine parce que vous avez remplacé la boîte, le moteur, etc. etc. Et après, bien souvent, les assureurs n'assurent pas. Tout à fait. Et le problème viendra surtout en cas de sinistre. En cas Évidemment. de sinistre, voilà, surtout s'il y a du corporel, là, ça va poser beaucoup de problèmes. On est bien Donc, c'est d'accord. pour ça qu'il faut qu'on en parle. Alors, bien entendu, et donc on vous donne rendez-vous justement sur le baromètre pour que vous puissiez avoir quelques informations à ce sujet-là. Il y a un autre sujet d'actualité particulièrement piquant, j'ai envie de dire, c'est, Jérôme, celui des ZFE, les fameuses zones à faible émission. Tout à fait. Alors, le sujet est complètement d'actualité, puisque depuis que nous avons réalisé le baromètre il y a quelques semaines, eh bien, le sujet a encore évolué. Ouais. Donc, la FFVE avait réussi à obtenir des dérogations dans l'ensemble des ZFE qui avaient été créés. Mais la loi LOM prévoyait la création de nombreuses ZFE dans les années à venir. Et très récemment, hein, puisque c'est ces jours-ci, la FFVE a réussi à obtenir une dérogation au niveau national pour l'ensemble des véhicules avec un certificat d'immatriculation qui porte la mention collection. Donc, tous ces véhicules-là seront autorisés à circuler dans l'ensemble des ZFE renommés ZFE-M dernièrement, sans restriction de circulation, hormis quand même lorsqu'il y a des arrêtés préfectoraux pour des pics de pollution ou des choses comme ça, où la circulation est alternée en général en fonction de l'immatriculation, là forcément,
elles seront confrontées. Mais disons que dans la vie de tous les jours, les véhicules en carte grise collection ne seront plus interdites dans les ZFE. Alors, il y a un autre sujet que vous vouliez aborder et que vous abordez dans le baromètre, c'est l'histoire des véhicules électriques, puisque la ZFE, les émissions, pas d'émissions pour les véhicules électriques. Jérôme, les véhicules électriques, on va chercher loin dans l'histoire de l'automobile pour les retrouver les premiers. On va même chercher carrément au tout début, hein, puisque pour les premiers véhicules automobiles, le moteur à carburant pétrolier était à ses balbutiements. Les premiers véhicules automobiles étaient soit à vapeur, soit électriques. Donc, dès les débuts de l'automobile, on a des véhicules électriques. Il y a eu des périodes où ça s'est développé, alors de façon mesurée, du fait des mêmes freins que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le poids des batteries, l'autonomie, même s'il y a eu des progrès de fait, et heureusement parce qu'il y a plus de 100 ans maintenant, mais déjà ces problèmes existaient à l'époque et ont été un frein au développement du véhicule électrique. Alors, on retrouve également dans ce baromètre un sujet évidemment très intéressant qui touche directement les cartes grises dites de collection. On parle des ZFE qui concernent ces autos. Carte grise de collection, donc là aussi, vous faites un point. Alors, on fait un point puisqu'il est paru un article dans l'Argus en 2021 suite à une interview de Jean-Louis Blanc, le président de la FFVE, sur le fait que les cartes grises, la mention collection sur les certificats d'immatriculation était réversible. Donc, il est possible, via la l'ANTS, Agence nationale des titres sécurisés, de faire supprimer la mention véhicule de collection sur le certificat d'immatriculation. Donc, ça peut être utile dans le cas d'un usage professionnel du véhicule ou de choses comme ça. Ça permet de repasser en carte grise dite normale et d'utiliser le véhicule à titre professionnel ou autre. Alors, on est bien d'accord que la possibilité qu'offre la carte grise dite de collection, c'est justement cette possibilité d'avoir un traitement de faveur, si l'on peut dire, et notamment sur ces fameuses ZFE, mais que cette carte grise, comme tu le soulignais, est une carte grise qui ne peut pas être une carte grise qu'on utilise tous les jours, entre guillemets, en tout cas le véhicule concerné par cette carte grise ne peut pas être utilisé tous les jours pour aller au boulot ou pour travailler avec, puisque c'est justement cette notion de plaisir, de tourisme, de loisir qui fait que justement dans les ZFE, on peut comprendre et prétendre à rouler avec ces voitures. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. La réversibilité, tu le disais, est quelque chose qui existe, mais il faut bien faire attention parce qu'il y a effectivement toujours des avantages dans une solution et des avantages dans l'autre, mais aussi quelques inconvénients. Je voudrais, Fred, que nous parlions maintenant des anniversaires, parce que 2022 est une année qui est riche et qui va nous permettre de nous plonger là aussi dans l'histoire avec ces créations de voitures tout au long du siècle dernier. Oui, parce que les anniversaires, on aime bien ça. De toute façon, ça parle toujours à tout le monde. Donc, chaque année, on s'amuse c'est notre petite distraction, on s'amuse à noter les anniversaires des voitures. Donc, cette année, on en parle beaucoup là, sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça, c'est 50 ans de la Renault 5. Tout le monde connaît la Renault 5. Tout le monde est monté dedans. Il y en a une quasiment dans toutes les familles. Et c'était une réussite, cette petite voiture. Donc, on a trouvé sympa d'en parler. 50 ans, c'est pas rien, c'est un demi-siècle et elles ne les font pas, ces voitures-là. Elles étaient très modernes à l'époque, avec leur petit pare-choc en plastique, une auto très bien dessinée, qui a ensuite été détrônée par la 205 dans les années 80, mais elle avait déjà 12 ou 13 ans, la voiture. Ensuite, on vous parle aussi ça les 50 ans, il y a les 100 ans aussi des Citroën type C.
Donc maintenant, c'est un petit peu un parallèle aussi parce que ben, les types C, on s'entend et là, on reparle encore de gamme C, donc C1, C2, C3, C4, etc. Il faut savoir que ça existait déjà il y a 100 ans. Donc, ce n'est pas une nouveauté, ces dénominations Citroën. Nous, quand on nous parle d'une C4, ben, c'est une C4, hein, c'est une voiture des années 30. Et voilà, moi, Avec si du... tu veux, quand on me parle d'une C4 ayant fait la balade d'Igor, la série télévisée avec la C'est petite ça. fourgonnette, tu te doutes bien que je ne pense qu'à cette petite voiture merveilleuse, bien sûr. Voilà. Donc, on parle de la C3, on parle de la C2, voilà, ça existait déjà. Donc ça fait partie des anniversaires sympathiques. Et puis, il y a des voitures qui ont 30 ans aussi, donc qui sont éligibles à la carte grise collection. Donc, je pense à des voitures qu'on voit encore dans la rue, hein, tous les jours, qui roulent encore, hein, qui sont des véhicules de collection sur le papier, mais certainement pas toujours dans toutes leurs versions au niveau qui intéresse le collectionneur. Je pense à la Safran, par exemple. Vous voyez, si c'est une biturbo, c'est évident que ça fait très longtemps que c'est une voiture de collection. Après, si c'est un bas de gamme de litres, je ne pense pas que pour le moment ce soit très collectionné, mais voilà, elles ont 30 ans, elles ont droit à la carte grise collection. Voilà. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors, on va pas se lancer dans le débat aujourd'hui de savoir jusqu'où ça va s'arrêter. Dans le principe, ça ne peut pas s'arrêter. Mais Non. c'est vrai que on a parlé pendant très longtemps des voitures de collection parce que les chiffres de production étaient assez réduits. Même si la Ford T, etc. Mais c'est vrai que ces voitures-là de grande production moderne, parce que désolé, ça reste quand même moderne à partir des années 80, ça ne sera pas sans poser quelques questions. Et effectivement, à part les modèles iconiques, notamment justement, tu le disais, le biturbo sur la Safran, ça risque à un moment d'être très compliqué de faire rouler tout le monde en carte grise de collection. C'est Alors, un. pour pas me faire rattraper, parce que pour pas qu'on parle que de voitures françaises quand même, c'est aussi les 50 ans de la Fiat 127 qui a été diffusée dans le monde entier, Brésil, Ah oui. etc. Donc là, il faut en parler aussi parce que voilà, pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Et on parle aussi des anniversaires moto, mais je laisserai plus tard notre spécialiste Mathieu en discuter. Oui, avec Mathieu, on aura bien entendu une petite interview et on parlera entre motards, lui et moi. Voilà. En attendant, donc le classement, parce que on dit que le baromètre c'est un fascicule très intéressant avec beaucoup d'informations. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, messieurs, avant que Jérôme nous dévoile le fameux baromètre? Bah, on va pas tout dévoiler, il faut quand même que les gens découvrent, les collectionneurs découvrent notre baromètre. Donc, il y a encore des choses dedans, mais on va on va leur laisser la surprise. Donc, on va parler du classement. Alors, parlons du classement, Jérôme. Alors, le classement, pas de grande révolution, hein. De toute façon, le marché ne se bouscule pas d'année en année, hein. Dans le trio de tête, on a des changements de place, mais pas de changement de véhicule, hein. Cette année, la première, c'est la 2 chevaux, hein. La fameuse Première Citroën place. 2 chevaux, toujours en première place. Enfin, pas toujours d'ailleurs. Elle monte en première Non, non, place. elle était en deuxième l'année dernière, elle repasse D'accord. en première place cette année. La Ford Mustang, qui était troisième l'année dernière, passe en deuxième place cette année. Et la Porsche 911, qui était notre gagnante l'année dernière, recule à la troisième place avec un tassement de l'enguin envers les Porsche, même si ça reste des véhicules hautement désirables. Alors, Après, excuse-moi, Jérôme, juste parce qu'on n'a pas précisé. Donc, en fait, le classement, le baromètre classique expert, c'est en fait l'amalgame d'un certain nombre d'informations qui permettent de dire quelles sont en 2022, enfin en 2021, les voitures qui sont le plus convoitées. Hein, ce ne sont pas les voitures les c'est plus ça. vendues, c'est les voitures les plus convoitées par les collectionneurs. Et là, Celle qui intéresse le plus le collectionneur. Alors, bien sûr, on reste dans des véhicules accessibles à tous, hein, même si la oui, Porsche commence à avoir oui, des valeurs un petit peu élevées. Mais enfin, c'est des voitures que tous les collectionneurs connaissent. On n'est pas dans absolument. l'hyper spécifique et les véhicules de très faible production. Alors moi, je voudrais profiter d'avoir mes deux experts préférés en face de moi pour leur dire, mais la 911 qui était en première place est descendue à la troisième place, c'est un signe qui est fort sur cette envie de cette voiture-là. Est-ce que c'est justement
l'envolée de ces prix il y a quelques années qui a fait que les gens se sont dit, ça y est, c'est hors de budget. C'est vrai qu'on pouvait trouver une classe G pour aller entre 15 et 20 000, voire 25 000 euros, et que maintenant, on ne la touche plus à moins de 45. Donc, est-ce que c'est ce phénomène? Comment est-ce que vous l'analysez, en fait, cette baisse de convoitise, si l'on peut dire, sur la 911? Alors, c'est probablement l'envolée des prix qui fait qu'elles sont moins accessibles aux collectionneurs moyens et de ce fait, les collectionneurs moyens se retranchent, enfin, se retournent vers des véhicules plus accessibles. Et d'ailleurs, chez Porsche, on a quand même une forte augmentation de l'attrait pour tout ce qui est Porsche à moteur avant, qui jusqu'il y a quelques années était peu collectionné et n'avait pas une valeur extrêmement élevée, mais qui, depuis quelques années, suite à l'envolée des prix des 911, eh bien, voient leur intérêt pour le collectionneur et leur valeur augmenter sensiblement. Quand il s'agit de parler de Mustang, là, on reste sur quelque chose qui est relativement fiable. Alors, effectivement, elle profite en fait de la baisse de la 911 dans la convoitise, mais reste dans le trio de tête. Donc, on a toujours autant envie de Mustang. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous nous disiez les deux voitures. Alors, je ne vais pas faire le malin, j'ai le classement sous les yeux. Il y a deux voitures qui se présentent à la 4e et à la 5e place, qui sont très intéressantes et qui sont surtout représentatives de ce qui se passe en ce moment, Jérôme. Tout à fait. À la 4e place, on a la BMW série 3, qui est sensiblement remontée puisqu'elle était dans les dernières places du classement. Et à la 5e place, une voiture que tout le monde connaît, qui est extrêmement aimée des collectionneurs dans la catégorie des Youngtimers et qui a vu sa valeur augmenter extrêmement sensiblement ces dernières années, c'est la 205 dans ses versions sportives, qui fait directement son entrée à la 5e place du classement. Ouais, ça, c'est vrai, Fred, que ce sont des voitures qui sont des Youngtimers, hein, série 3 et puis les 205. Alors, quand on parle de sportive, on veut bien entendu parler de la GTI, hein, évidemment. C'est vraiment la voiture iconique, alors dans ses différentes versions de motorisation, mais ça reste une voiture tout à fait iconique. Fred, on a vu aussi que les grands best-sellers de la voiture ancienne sont toujours dans le top 10, hein, en fait. Oui, on a toujours la Coccinelle qui est à la 6e place, on a toujours l'Austin Mini qui est à la 7e place, on a toujours nos Mercedes SL, donc en partant de la 190 SL jusqu'au R107, donc début des années 90, fin des années 80, toujours 8e place, on a toujours notre Méhari aussi, bien que le marché de la Méhari soit, honnêtement, je dévie un petit peu, mais le marché de la Méhari est plus un marché d'un véhicule de loisir qu'un véhicule de collection, hein, à l'heure actuelle. Mais c'est un véhicule qui a plus de 30 ans et qui se vend très très bien et à des niveaux de prix assez élevés. Et à la 10e place, on a le combi, Volkswagen, indétrônable combi. Voilà, l'indétrônable combi. C'est vrai que la coccinelle et le combi ne sont plus des voitures, sont des arts de vivre. Alors la 2 chevaux aussi, sans doute, mais c'est vrai que c'est tout un microcosme qui est très intéressant d'ailleurs parce qu'il a tendance aussi, et ça c'est pas inintéressant, à rajeunir considérablement l'âge moyen des collectionneurs parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui se passionnent pour ces véhicules. Ensuite, les amis, on a parlé du classement auto, mais il y a aussi bien entendu les motos. Et la première place revient à une Honda mythique s'il en est, là, le CB750 le four. CB750, le fameux four, ce 4 cylindres incroyable. Ça, c'est le top des motos en termes de convoitise. Tout le monde voudrait avoir cette moto. Est obligé de connaître la 7,5 four ou au moins la 500 four. Si vous voulez, c'est des motos que tout le monde connaît. Alors, on ne peut pas passer à travers ça. Ça a été des premières motos vraiment performantes, qui étaient fiables, qui avaient des parties cycles performantes. Donc, oui, c'est des motos, vraiment, c'est des icônes. Puis vient en second, on a la Kawasaki Z1, Z900. Voilà, le 900Z qui est aussi une des motos mythiques. Alors, ces deux japonaises, hein, que ce soit la Honda Four ou la Kawa, ce sont des motos qui ont détrôné, en fait, grâce à leur fiabilité et leur performance, les fameuses anglaises. Et comme un fait exprès, en 3e position, c'est la Triumph. C'est une anglaise.
C'est la Et voilà. Triumph Bonneville. Il est à noter que pour les motos, ça se passe un peu comme les voitures. C'est-à-dire que dans notre baromètre, on a une population assez jeune de véhicules. Oui. Là, même chez les motos, on ne voit pas de Royal Enfield, on ne voit pas de Norton, on ne voit pas de choses comme ça. On reste une population jeune, comme les voitures. Là, vous avez vu, on n'a que des véhicules d'après-guerre assez populaires. Bon, c'est voulu aussi. On garde un niveau de prix accessible au plus grand nombre. Donc, on ne va pas mettre de la Bugatti 57 ou des choses comme ça. On sait très bien que dès qu'il y en a une à vendre, elle est vendue même avant que le vendeur pense à la vendre. Mais pour les motos, c'est pareil, on reste sur du véhicule assez récent. Messieurs, est-ce que nous avons fait le tour? À peu près, je crois. Je reste certain qu'il faut absolument pouvoir acquérir le fameux baromètre. Où est-ce qu'on le trouve? Comment on le trouve? Combien ça coûte, Jérôme? Alors, le baromètre, eh ben, on va commencer par combien ça coûte. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est une publication que nous mettons à disposition des collectionneurs. Ça, c'est pas du Alors, teasing. on le trouve où? On le trouve partout sur les salons où nous sommes présents. Donc, nous allons en faire normalement une quarantaine en 2022. Donc, déjà, vous le trouverez sur nos stands. Dès ce week-end, je le rappelle, à Historic Auto du côté de Nantes. Et puis aussi, pour ceux qui n'iraient pas sur les manifestations ou des choses comme ça, on peut en faire la demande via notre page Facebook ou notre site Internet et on se fera un plaisir de vous en envoyer un exemplaire. J'en profite pour terminer ce sympathique bilan sur le baromètre, de rappeler que tu parlais d'Historique Auto. Classic Expert sera présent et fera des expertises. C'est ça. En partenariat avec les organisateurs cette année, la FFVE, avec qui nous sommes également partenaires, a un stand à l'extérieur pour régler la carburation des véhicules. C'est une opération qui est totalement gratuite. En partenariat avec Bosch Classic, si je ne me trompe pas. Et donc, eh bien, nous venons nous adjoindre à cette opération-là en donnant la possibilité aux collectionneurs de faire expertiser leur véhicule directement juste à côté de cette opération-là. Nous aurons un stand sur lequel nous pourrons faire l'expertise des véhicules qui nous seront présentés. Avec donc, à des conditions, spécial, bien sûr, préférentielles. J'ai pas entendu, Fred? Avec un tarif spécial salon, c'est ce que Jérôme vient de dire, on s'est croisés. C'est ça les binômes, qu'est-ce que vous voulez? Messieurs, un grand merci à vous. Je vous donne rendez-vous à Historic Auto où on sera bien entendu présent et à Rétromobile. Et puis, on n'oublie pas de rappeler que début avril se passera un petit rendez-vous qui nous est cher à tous les trois. C'est le fameux Classic Expert Tour où on voit la très jolie Matra Rancho derrière toi, Jérôme, qui nous servira de cheval pour aller faire un petit tour de France bien sympathique. C'est ça. Et on l'attend avec impatience. On aura l'occasion, bien entendu, d'en reparler avant de partir pour vous le présenter, ce Classic Expert Tour, vous dire sur cette page un petit peu les endroits où nous pourrons aller, les endroits où vous pourrez nous retrouver cette fois-ci, puisque pour le coup, croisant les doigts, normalement, il ne devrait pas y avoir de restrictions et on pourra enfin venir vous voir et vous nous rejoindre avec vos autos anciennes. Ça va être un grand moment, on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, messieurs, un grand merci. Bravo pour ce boulot sur le baromètre qui est très intéressant. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la page de Classic Expert, bien sûr.